Salut à toutes et à tous. Vous êtes sur Canal D, votre web télé participative. Bienvenue dans le journal La Voix de la Dracénie. Au sommaire de ce numéro, nous découvrirons tout d'abord la pépinière du Mandarin à Flaïosque. Puis nous voyagerons avec un boulanger lorguais parti pétrir son pain en Ukraine. Nous rencontrerons ensuite un luthier qui nous présentera son métier. Nous poursuivrons avec un entretien avec un jeune comédien, Sébastien Joa. Et pour finir, nous retrouverons Marcel Prévost pour notre agenda des sorties. Dans ce premier reportage, nous partons à la rencontre de la famille Van Lerberg, pépiniériste de père en fils, qui développe la pépinière du Mandarin à Flaïosque depuis 35 ans. Un reportage de Cheyenne Fernandez, Marcel Prévost, Mathias Malbrook et Vincent Assogba. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la pépinière du Mandarin, qui propose depuis des années une large variété d'arbres, d'arbustes, de plantes méditerranéennes et de fruitiers. Un lieu vivant où le végétal est cultivé avec soin, dans le respect des saisons et de l'environnement. C'est une serre qui a été construite en 2013 et on était la première serre avec des panneaux photovoltaïques dans le Var. Ça a été une démarche très longue parce que même la Chambre d'agriculture ne pensait pas qu'on puisse cultiver des plantes sous des panneaux photovoltaïques. Sauf qu'on a choisi des panneaux qui sont ajourés, vous le voyez, on voit c'est les puits de lumière entre chaque cellule photoélectrique et qui donnent suffisamment de lumière pour nos végétaux. Cette serre est encore plus isolée que les tunnels en plastique, donc on va pouvoir y mettre des plantes encore un petit peu plus fragiles. Et on en a l'exemple devant nous, ce sont les agrumes qu'il va falloir garder chez nous en hiver dans des bonnes conditions et cette serre était parfaite. Mon père était horticulteur aux îles Canaries pour commencer et je suis né aux îles Canaries. Et ensuite, il est revenu sur la côte à Valoris, et Antibes exactement, où il avait de la production avec des serres en verre comme ça et de la production de plantes d'intérieur. Et quand j'ai voulu m'installer, moi j'ai été plus intéressé, plus passionné par la plante de jardin. Donc on a cherché un espace plus grand et on est venu s'installer ici en 1991. C'était un vignoble qui venait d'être arraché, il n'y avait absolument rien. On a tout construit, tout planté. Et ça fait donc 35 ans qu'on est installé avec mon épouse qui travaille avec moi. On a des productions saisonnières. On a des parties de l'année où on va avoir peu de clientèle et on va pouvoir préparer davantage notre plante, être plus sur les soins que sur la vente. Mais en gros, notre journée, on a des lots de plantes que l'on prend, que l'on va rempoter, puisque toutes nos plantes ont été rempotées et sont de nouveau rempotées quand elles en ont encore besoin. Donc ça va être une matinée rempotage. Si c'est en été, l'après-midi, ça sera de l'arrosage. Ensuite, ça sera du contrôle de goutte à goutte, du désherbage, de l'entretien de pépinière, de la remise en place. Après un coup de vent, on a du ramassage de plantes, de la taille, Alors ensuite, on fait même des divisions de touffes. Je veux dire, notre travail, on touche à tout en permanence. Chaque jour, on a 10 à 15 ateliers différents. C'est pas possible de faire moins. Alors là, on est devant notre réserve d'eau. C'est un lac collinaire que l'on a construit à la création de la pépinière en 1991. À l'époque, on était aidé par la préfecture et la région parce que ce lac est aussi un lac de réserve d'eau pour les pompiers. Et on a une obligation de ne pas planter d'arbres autour pour que les hélicoptères puissent venir chercher de l'eau. On récupère en fait les eaux qui viennent de la colline au-dessus et qui, à l'automne, se déversent dans ce lac. Il n'y a jamais eu de manque d'eau en pépinière. On a une sécheresse autour de nous comme tout le monde, mais en tout cas, on n'a jamais eu un problème d'eau. On a toujours eu la réserve qu'il fallait. Malgré les prises d'eau par les pompiers, on a suffisamment d'eau pour nous, largement assez d'eau. Il a créé ce plan d'eau a créé un milieu naturel. On a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent. On a même dans l'eau un animal assez rare qu'on trouve que dans des eaux extrêmement propres et non polluées, c'est des méduses. Des méduses d'eau douce, c'est très peu connu. J'ai été le premier surpris quand j'ai vu les premières. Et quand j'ai demandé à l'INRA d'où venait cet animal, ils m'ont expliqué que c'était endémique de la région du Var. Et on n'en trouve que dans des petits lacs qui sont alimentés que par de l'eau de pluie tout à fait
naturel. On a un troupeau de Shetland, il y en a une dizaine, des petits poneys Shetland, qui sont là pour faire l'entretien de la propriété. On a 17 hectares et je peux vous dire que dans l'année, avec ces 10 poneys, ils nous font une tonte particulière. Alors là, ils viennent d'arriver sur ce parc, donc l'herbe est haute, mais dans 3 semaines, un mois, tout sera à ras du sol. Et puis on s'est très vite aperçu que c'était une manière d'entretenir nos terrains sans trop de frais. Donc on a laissé le troupeau s'agrandir. Et on a même récupéré quelques animaux abandonnés. Aujourd'hui, ils ont 17 hectares de surface, ils ont leur liberté et nous, on a notre tranquillité. On peut les caresser. Ouais, ils veulent à manger surtout. Toi aussi. On va arrêter notre activité à la fin de l'année 2025, en décembre. Notre fils, Didier, va reprendre une partie des bâtiments d'exploitation pour faire de la production, mais de plantes un peu différentes des nôtres, mais qui seront à la vente à partir de l'année prochaine, 2026, fin 2026. Il y aura une mise en place de cette production et de la vente de cette production. Donc avec mon épouse, on a décidé de s'installer en tant qu'agriculteur et de reprendre une production de végétaux, de terrains secs, même de terrains semi-désertiques. Donc vous pouvez voir ici même. C'est des végétaux donc, qui viennent essentiellement d'Amérique du Sud, Mexique surtout, et sud des États-Unis. On va les retrouver de plus en plus sur le nord de l'Afrique et tout sur le pourtour méditerranéen parce que avec le climat méditerranéen qu'on a, ça leur convient très bien. C'est des plantes qu'on va placer donc dans les jardins qui nécessitent très peu d'eau, très peu d'entretien également et qui vont être très graphiques, qui vont structurer des jardins. Voilà, et qui vont bien en tout cas avec notre climat et notre soleil. On en trouve beaucoup, c'est beaucoup les municipalités aujourd'hui qui ont commencé à se servir de ces végétaux-là parce que ils ont le même problème que nous particuliers en eau, donc ils essaient de limiter l'eau, limiter aussi les entretiens et donc c'est des plantes qui se prêtent très bien à ce jeu. On pense pour l'instant pas ouvrir au public mais faire de la vente peut-être par correspondance, peut-être ouvrir au public, ça on verra, et ensuite moi les placer dans les jardins parce que je fais aussi la création de jardins et après les proposer, faire de la publicité, le proposer et surtout mettre l'accent sur une production locale. C'est ce qui est intéressant aujourd'hui. On va avoir deux variétés de plantes, les plantes xérophytes qui ne demandent pas d'eau du tout et les plantes de terrain sec provençal, tout ce qui est lavande, santoline, hélicryse, romarin. Voilà, ce sera deux productions un peu différentes mais qui se complètent très bien aujourd'hui. C'est donc un mélange de tradition et de modernité qui assure la pérennité de cette pépinière familiale. Et si quelqu'un doute encore du réchauffement climatique, qu'il demande à un pépiniériste. Sans transition, nous suivrons Loïc Nervy, boulanger à l'orgue, parti faire du pain en Ukraine en pleine guerre. Un reportage de Ange Di Maria, Mathias Malbrook et Fanny Carozzo. Salut à tous, donc dernière livraison pour moi, je repars demain de Kherson. Donc je vais livrer dans un village qui se situe au nord de Kherson, là, vers le pont Antonovki, Antonivka, un truc comme ça, enfin à côté quoi, un peu avant. Et bon, c'est très dangereux. Donc là, cette dernière livraison, je sais pas pourquoi ça fait que crier tout à l'heure. Il crie, ne devait pas mettre des casques, mais là ils se sont mettre des casques. En fait, tout à l'heure, il y avait des tirs d'artillerie, de canon d'ici, du quartier, mais c'était un truc de fou. Vous aurez vu la détonation, ça fait un bruit comme des feux d'artifice, un truc comme ça, mais sauf que ça prévient pas, quoi. Donc c'est toutes les 3-4 minutes, bam, un truc de fou, quoi. Casque sur la tête, gilet pare-balles sur le dos, pour Loïc, ce rituel est presque devenu familier. Ce boulanger de l'orgue reprend une nouvelle fois la route de l'Ukraine. Depuis le début du conflit, c'est déjà la 8e fois qu'il s'y rend, porté par la même conviction, faire du pain pour redonner un peu de vie à ceux que la guerre épuise et affame. On part demain et il faut, d'ici à la frontière, il faut 29 heures sans s'arrêter, avec lui.
Donc on se partage le volant avec Bruno et on ne peut pas s'arrêter. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête, pas que perdre trop de temps. Et 29 heures, après on a à peu près, selon comment ça se passe, 1 heure, 1 heure et demie de temps de passage aux frontières. Et après on arrive à la première grande ville qui s'appelle Vive. On a 1200 kg de farine à récupérer. Et à d'autres villes on va récupérer pour d'autres, chaque fois on va récupérer. On va passer à peu près 4,5 tonnes de farine. Et on est accueillis par des anciens réfugiés de l'Orgue qui ont été réfugiés à l'Orgue pendant 8 mois. Et c'est nous qui nous accueillent, c'est eux qui nous accueillent chez eux là-bas maintenant. Et après le lendemain, on repart en direction de Kiev pour le début du périple de travail, quoi. À ses côtés, son oncle Bruno, fidèle compagnon de route, déjà venu partager cette aventure humaine. La première fois, il devait y aller tout seul pour aller livrer. Je dis, bon, si tu as besoin, je viens, c'est ta personne. Bon, il a trouvé quelqu'un, donc bon, j'y suis pas allé. Et j'ai dit, ben, la prochaine fois, le jour où tu as besoin, je viens. Et il me dit, c'est intérêt, je vais là. Je dis, ben, ok. Donc bon, j'étais sensible aussi de venir en aide à ces personnes. Boulanger, c'était mon premier métier. Ça fait 40 ans que je ne l'ai plus fait. Et donc, puis c'est un plaisir d'aller. Voilà. J'étais sensible à tout ça, quoi. Moi, j'ai toujours voulu en faire. J'ai dit, jour, je prends la retraite. Je ferai de l'humanitaire. Moi, je ne suis pas encore à la retraite, mais bon, là, à l'occasion, c'est très bien. La récompense, c'est de distribuer du pain aux personnes, au sourire à des enfants, qu'on leur donne un pain. Voilà. On leur donne un pain. Voilà, le sourire, leur sourire, ça, c'est la récompense. Voilà. Ça, c'est la première récompense. Voilà, les gens, ils se poussent entre eux. Doucement, là. Allez, ils se poussent, les gens. Attention! Oh là, ils vont tomber, les gens. Faire du pain, même au cœur du conflit, c'est son quotidien. Loïc nous raconte à quoi ressemble une journée de boulanger, quand la guerre gronde à quelques kilomètres. La journée de travail, c'est déjà la mise en place du camion, donc le déploiement des câbles, parce qu'on a la remorque aussi avec les 2 générateurs. Donc il faut tout préparer, les câbles, on en a 3 branchés. Plus après la mise en œuvre, il faut qu'on mette la farine, l'eau, tous les ingrédients, faire les pleins des générateurs pour le fonctionnement, pour avoir l'électricité. Et après, on attaque immédiatement, on fait du pain immédiatement. Donc on va commencer à 5 h du matin, c'est à peu près l'heure moyenne qu'il y a le couvre-feu. La fin du couvre-feu, c'est à peu près 5 h. Sur la région, ça change, mais bon, c'est à peu près 5 h. Et donc on travaille sans cesse, tout le matin. Et vers 14 h, 15 h, on part en livraison. On part dans les villages, donc on a sur place, il y a des gens formidables, des bénévoles sur place qui utilisent leur propre véhicule pour justement nous amener, ceux qui organisent dans les villages, demandent au maire les distributions. Donc nous, on ne fait que le pain, quoi. Le pain, notre bénéfice, c'est la distribution, en fait. On n'a pas le bénéfice financier, mais on a le bénéfice du plaisir, quoi, de partager avec les gens, quoi. Sans ça, franchement, presque, ça serait dommage, quoi. Sans ça, si on juste le pain, on donnait, on partait, non. Là, c'est partager avec les gens, quoi. Bon, c'est épuisant parce qu'on fait beaucoup de routes, c'est dangereux, mais bon, c'est là qu'on se régale le plus, quoi. Pendant 1 mois, Loïc et Bruno traversent l'Ukraine pour y faire du pain. Entre ruines et espoir, ils partagent ce qu'ils savent faire de mieux, offrir du pain pour rappeler que la vie continue, même sous les bombes. Іди, незламно в переможний бій, іди і знай, що тут чекатиму я, бережи себе, любове моя. Я стала десь на вишині, там виплакала б сльози всі, щоб загасили міста вогні. Бережи себе, любове моя. Іди, коханий мій, іди незламно в переможний бій. Іди і знай, що тут чекатиму я. Бережи себе, любове моя. Partage, fraternité et humanité nous font vibrer et réchauffent nos cœurs. Merci Monsieur Nervi, un grand merci pour ce magnifique exemple. Le reportage suivant nous entraînera dans le monde du spectacle, mais de l'autre côté du décor.
Monsieur Lionel Rouvier, artisan luthier spécialisé guitare, nous dévoilera tout de son activité. Un reportage de Mathias Malbrook, Dominique Urbain et moi-même. La lutherie est le métier d'art regroupant les activités de création et de réparation-restauration des instruments à cordes frottées ou pincées. La lutherie est aussi ancienne que les instruments à cordes. Elle tire son nom d'un instrument à cordes pincées, le luth. Le luth et la guitare ont toujours coexisté. Le luth arabe, oud, est encore utilisé couramment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Une de ses variantes est le tar, luth persan à long manche et double cœur. En 1520 en Italie, dans la région milanaise, est créé le violon à partir du ravanastron, du rebec, de la vielle et de la lira d'abbraccio. En 1550 est créé le violoncelle, toujours dans cette même région milanaise. Puis en 1620, la contrebasse, inspirée de la contrebasse de viol. Il y a actuellement en France environ 1200 artisans luthiers, répartis par moitié entre luthier quatuor et luthier guitare. Nous sommes reçus par monsieur Lionel Rouvier, luthier spécialisé guitare à Draguignan. Quand j'étais gosse, c'est en faisant les tests d'orientation quand j'étais au collège, comme beaucoup de collégiens sans savoir quoi faire. Donc c'est quelque chose qui est ressorti. Et c'est plus tard où je suis revenu vers ça en ayant été dans le bâtiment, en ayant fait plein d'autres métiers. Et j'ai des problèmes de dos, du coup j'ai dû me réorienter et c'est là où en fait la lutherie est réapparue. Je suis allé voir donc d'autres luthiers pour voir un petit peu ce à quoi ça correspondait et le truc, être un petit peu le forgeron du musicien, être derrière, ça ne veut pas être le gars qu'on voit tout le temps, plutôt derrière, ça me plaisait bien. Et à partir de là, tête baissée, je fais plus que ça. C'est très chronophage comme métier, on y passe beaucoup de temps. Et il y a intérêt à ce que ça plaise quand même. Et en général, ça tourne autour de 70 heures par semaine. Alors, moi j'ai été en école, c'était au Mans, à l'ITEM du Mans. Ensuite, je fais des luthiers, donc en immersion totale, en stage continu. Donc luthier quatuor et ensuite luthier guitare. Les luthiers quatuor pour tout ce qui était technique un petit peu plus traditionnelle. L'utilisation des colles animales, des vernis, on va dire, un peu plus à l'ancienne et faire ses propres vernis, solvant alcool, térébenthine, huile et toutes les gommes et résines qui vont avec. Et en restauration, en fait, dans le quatuor, on est un petit peu plus pointu, en fait, et ça permettait aussi d'être un petit peu plus qualifié, on va dire, pour ce genre de travail. Après, la guitare, pour tout ce qui est un peu plus moderne, vernis, polyuréthane, des choses comme ça, cellulosique. Et la guitare, parce que c'est quand même ce qui me plaît au départ, donc voir aussi le fonctionnement même de l'instrument. Mais d'arriver à mêler les deux, même si les deux instruments n'ont absolument rien à voir, il y a des techniques assez propres et on a beaucoup d'outils en commun. C'est vraiment une spécialisation après quatuor ou guitare. Ce qui est bien de faire autant des électriques que des acoustiques et de réparer, ça aide aussi pour la fabrication. Après, c'est sûr, quand on fait que de la réparation et à un moment donné, on en a un peu marre et la fabrication, c'est quand même le Graal. On finit par faire quelque chose pour quelqu'un et un instrument qui va nous survivre, parce que quand il se passe, hormis accident, mais voilà, après c'est quelqu'un qui va arriver à en faire quelque chose derrière et c'est la réponse aussi. Moi je fabrique essentiellement sur commande et donc c'est toujours un échange avec le musicien. C'est le fait de ne pas répéter toujours les mêmes choses. J'ai du mal à vraiment me cantonner à faire qu'une seule chose. En réparation 60% et 40% en fabrication même. Mais là-dedans on englobe le temps passé avec les gens, avec les clients, les musiciens on va dire, pour passer la commande, c'est-à-dire même juste essayer de fixer un instrument, ce qu'ils recherchent réellement, et ça c'est ultra chronophage. Ça va de l'amateur pur particulier qui joue des fois juste dans son salon, au collectionneur qui ne joue pas du tout, ou voire très peu, au musicien qui va faire les balles, les choses comme ça qu'on va tourner comme ça de manière amateur ou professionnelle.
Ceux que je cible le plus, ça va être clairement ceux qui sont... c'est pas forcément le plus grand nombre de ma clientèle parce que ça reste limité, mais ça reste ce que moi j'appelle les vrais professionnels de la musique, mais ceux qui bossent pour les autres en général. Mais avec eux, on a un échange assez complet parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils recherchent, et pour le coup, on a une demande précise avec une réponse précise derrière. Mais c'est intéressant de jouer pour comprendre en fait le rebond, l'énergie sur la corde, sur des choses comme ça. Comme j'ai dit, j'ai dans ma clientèle des gens qui sont amateurs et qui ont, alors déjà pas forcément le vocabulaire, mais ça c'est encore notre débat, mais qui des fois sont un peu perdus entre ce qu'ils ne savent pas faire en tant que musicien et ce que l'instrument peut leur proposer. C'est-à-dire que quelquefois, c'est pas toujours un problème au niveau de l'instrument, c'est un problème au niveau du musicien. Mais si on en parle de manière sereine, ça passe. On va avoir des outils pour chaque pièce différente. Autant quand on va aller vers la lutherie quatuor, on se rapproche, enfin on a quand même beaucoup d'outils différents, mais on se rapproche vraiment beaucoup plus encore du travail du bois. Là, on a toute la partie électronique, la partie fretage et toutes les pièces mécaniques qui rajoutent encore des outils derrière, simplement. Et les vernis très différents qui se travaillent aussi différemment d'un vernis d'un violon ou d'un instrument du quatuor. Il y a des outils qu'on va se fabriquer, il y a des outils qu'on va arriver à trouver déjà préfaits, mais il y a des outils qu'on va récupérer d'autres métiers, de l'ébénisterie, de la bijouterie, de la mécanique. Et il y en a d'autres qui sont vraiment faits, spécialisés, que pour la lutherie. Il y a aussi tout ce qui va être autour du stockage. Les matières premières, on en parlait un peu tout à l'heure, du bois, trouver des bois qui sont nécessaires, ou pour la copie ou pour la restauration. Donc ça peut être c'est très souvent des bois coloniaux qui sont demandés à être assez vieux et quelquefois très compliqués à trouver, et d'autres fois des bois plus locaux, selon ce qu'on nous demande aussi. On a des projets des fois qui sont faits sur des instruments. Chaque bois va amener une couleur, en fait, un timbre, un son. C'est un petit peu comme si j'étais cuisinier, mais qu'il faut avoir les denrées au moins 5 ans à l'avance. Le bois, c'est une vraie complication. C'est-à-dire que des bois sont devenus interdits à la coupe, interdits à la vente, ou même avec des bois plus standards, entre guillemets, comme l'épicéa, où les qualités chutent, parce que la surdemande, surexploitation fait que on a des qualités de bois qui chutent. Et des bois, même dits coloniaux, comme le palissandre, vont être plantés en masse des fois pour avoir des arbres de moins bonne qualité. On est un peu plus sur le marché que ce qu'on était dans les années 50 ou quelque chose comme ça, où les gens allaient voir le luthier spécialement, il fallait être concertiste classique, concertiste, enfin vraiment être de renommée pour aller voir un luthier. C'était assez rare de se pointer avec une guitare à 300 balles et d'aller voir un luthier. Maintenant on le fait, parce qu'il n'y a pas de raison, ne serait-ce que pour faire un réglage. La formation, moi ça m'intéresse, j'ai eu cette chance d'être formé, et quand j'ai l'occasion, je redonne. Après, prendre quelqu'un à temps plein ici, c'est pas possible pour le moment. Luthier, un métier vécu et à vivre avec passion. Soyons certains que ce reportage déclenchera des vocations. Entrons maintenant dans l'intimité d'un artiste. Sébastien Joa, 18 ans, comédien, scénariste, cosplayer et danseur, se livre à nous dans un entretien exclusif accordé à Canal D. Un entretien de Stéphanie Hilg, Mathias Malbrook, Dominique Urbain et Viterbo Cavalcante. Bonjour et bienvenue dans Totem, l'émission qui part tous les mois à la découverte d'un nouvel artiste. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Sébastien Joa, un comédien hors du commun. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier de la Petite Fabrique à Salerne. C'est ça. Alors pourquoi tu as choisi cet endroit pour nous recevoir et pour faire l'interview? Déjà parce que je trouvais que le décor était pas mal et parce que je m'entraîne ici avec Sylvain pour le théâtre. Voilà, c'est pour faire les pièces à la fin de l'année et pour apprendre plein de trucs. D'accord, donc tu fais des cours de théâtre ici? C'est ça, des ateliers de théâtre. D'accord, depuis longtemps? Depuis l'âge de 6 ans. Ok.
Donc oui, ça fait un petit moment Ouais, quand ouais, même. déjà, Ok. oui. Alors, tu n'es pas seulement comédien, mais aussi cosplayer, danseur, écrivain et réalisateur de films, en tout cas de courts-métrages. On en reparlera après. Et ça fait beaucoup de choses pour une si jeune personne comme toi. Et donc, tu viens juste de me dire que ça fait à partir de 6 ans que tu as commencé à jouer de la comédie et faire du théâtre. C'est ça. C'est ça? Et j'ai... En fait, par rapport à l'histoire, vers mes 3-4 ans, mes parents me disaient « Tu joues souvent la comédie ?» parce que j'étais très sensible, tout ça. Donc ils me disaient « Tu joues souvent la comédie, tu joues souvent la comédie ?» Et en fait, ils n'avaient pas pensé au théâtre. Et mon père, souvent, il me disait « Je joue la colère », du coup je jouais la colère. « Je joue la tristesse », du coup je jouais la tristesse. Et en fait, ils ont trouvé les cours de théâtre de Sylvain. Et ils m'ont dit « Teste ». Et moi, j'y croyais pas du tout, mais j'ai fait « Bon, je vais tester ». Et en fait, j'ai beaucoup été accrochée à mon rôle directement. J'avais le rôle de la dame qui tombe dans je ne sais plus quelle pièce, mais c'est une pièce qui m'a beaucoup plu. Et en fait, je devais tomber qu'une fois et je me souviens avoir voulu tomber 50 fois parce que j'aimais beaucoup exagérer dans la dramaturgie du personnage, parce que j'aimais beaucoup approfondir déjà à cette époque les personnages que je jouais. Voilà. D'accord, donc dès petite, tu jouais la comédie à la maison. J'aimais beaucoup ça, oui. Ok. Et donc, et à quel moment tu t'es dit vraiment, j'ai envie de faire ça dans ma vie, j'ai envie que ça devienne mon métier, mon travail plus tard. À quel instant vraiment ça t'est venu à l'esprit? Je pense la fin de ma première pièce à 6 ans. Vraiment, quand on était sur scène et que tout le monde a applaudi, je me suis dit, en fait, c'est génial. Et je sais pas vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais j'ai voulu quand on m'a demandé ce que tu voulais faire comme métier plus tard, j'ai fait comédien, direct. Voilà. J'ai pensé à d'autres trucs un peu à côté, mais il y avait toujours comédien en tête. Voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, tu as arrêté l'école, donc Oui. on peut dire ton âge? Oui, 18 ans. Donc 18 ans, ok. Et pour te consacrer complètement à ta passion, c'est ça? J'aurais voulu suivre des études, mais j'ai pas forcément pu, suite à certains événements. Mais ça m'a pas tant dérangée parce que j'ai pu suivre vraiment ma passion et mes parents m'ont soutenue. Au début, ils avaient un peu de mal. Après, m'ont plus soutenue par rapport à ça en me disant c'est vrai que ça doit être plutôt sa voie. Ils avaient un peu peur, ce qui est normal parce que souvent l'avoir des artistes fait peur. Mais... Ah oui, et puis en plus quand tu arrêtes l'école et tout. J'ai arrêté l'école à 15 ans. Tu te poses pas mal de questions, ouais, voilà. Je comprends. Et en fait, j'ai pu faire mon premier spectacle que j'ai écrit moi-même dans des conventions cosplay, avec des groupes, un groupe. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais j'adore créer. J'ai toujours voulu créer certaines pièces, mais je me suis jamais vraiment lancée, en réalité. Et après, j'ai fait à mes 14 ans, 14-15 ans, je me suis dit, pourquoi pas se lancer. Voilà. Ok. Et du coup, comment tu organises tes journées entre le cosplay, l'écriture, la comédie, le théâtre Est-ce que tu te fais un planning dans la semaine ou pas forcément, je fais tout de tête. Vraiment, je me dis, go faire ça. Je sais pas, je prends comme ça vient les choses. Et le matin, tu te lèves et tu dis, là, j'ai envie d'écrire une pièce de théâtre, j'écris la pièce de théâtre. En fait, souvent, les idées me viennent le soir. Ou quand je suis en train de rêver. Souvent, c'est dans mes rêves que je pise mes idées. Et vraiment, à la limite du rêve et du réveil. Et sinon, des fois, c'est des musiques, des événements de ma vie, des passages qui m'inspirent, tout simplement. La nuit porte conseil. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet Maquisard? Donc, c'est un projet artistique qui a été soutenu par le département du Var et qui mêle à la fois le théâtre, le cinéma et qui a été réalisé donc par Christian Philibert et Philippe Chuyenne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, avant, j'étais au Bus des Possibles. C'est comme une mission locale, sauf que c'était un truc d'insertion qui était assez cool. On devait faire un atelier théâtre. Et moi, j'avais pas envie parce que j'étais très associable à l'époque. Et j'étais en mode, non, j'ai pas envie. Et en fait, ils m'ont dit, mais si, tu vas voir. Et sans savoir que c'était un casting et que ça allait changer ma vie, en fait, en réalité. Et donc, je suis arrivée, ils ont dit, voilà, c'est un casting. Je fais, waouh, trop stylé et tout. Et j'avais trop peur, mais je suis allée voir Philippe Chuyenne et Christian Philibert. Je dis, voilà, d'entrée de jeu, je leur ai dit, moi, j'adore faire les rôles de filles et de garçons. Et je dis, voilà, j'ai pas vraiment de limite par rapport à ça, entre le genre fille et le genre garçon.
Et Oui, parce qu'en fait, dans le rôle, après, tu vas jouer un rôle d'un résistant et donc d'un maquisard et donc d'un homme. c'est ça. Et en fait, sans savoir, mon profil les a intéressés. Et j'aurais passé mon numéro, ils m'ont filmé, tout ça, donc j'avais 16 ans à ce moment-là. Et en fait, ils me rappellent et je fais « Waouh, incroyable !» Ils me demandent de venir au 2e casting. Donc je viens sans vraiment de grandes attentes, je me dis « Je teste et puis on verra ». Et ils me rappellent, je sais plus vraiment, mais peut-être un mois après, en me disant « Voilà, t'as été pris, tout ça ». Et moi, j'ai explosé de joie. Une grande surprise. C'est vrai, parce que ça m'est jamais arrivé de faire des castings et direct d'entrée de jeu, je suis pris. Et surtout que je sentais qu'il y avait un truc, qu'il fallait que je travaille avec Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je savais qu'il y avait un truc. Tu sentais que ça allait peut-être changer Ouais. dans ta vie. Et voilà, j'étais très en difficulté à cette époque de ma vie. Et faut savoir du coup qu'au début, directement, ils m'ont mis sur mes difficultés sans le savoir. Donc la sociabilité, donc le fait de devoir rester avec un groupe qui était composé de garçons que je connaissais pas, je devais dormir dans une résidence, tout ça me faisait très peur. Et en fait, plus ça allait, plus ça me plaisait d'être avec eux, de partager des moments avec eux, d'apprendre. Surtout que Philippe Chuyenne m'a appris pas mal de trucs, que ce soit au niveau de théâtre, mais surtout sur moi-même en fait, sans vraiment le savoir. Oui, ça a été une expérience humaine, artistique et humaine aussi. Et par exemple, on a fait des balades en forêt sur les traces des maquisards, donc les résistants varois. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'avais une jambe qui ne marchait absolument pas. J'étais paralysée d'une jambe. Donc pendant 3 ans de ma vie, c'était très très dur, j'étais avec une béquille. Et là, j'ai fait le choix de rien dire à Philippe Chuyenne et de me dire, je vais tester et puis on verra. Et en fait, tout le long de la balade, il se rend pas compte parce que je suis derrière et il me dit, tu marches lentement. Je fais, oui. Donc même quand tu as passé le casting et tout, tu avais déjà mal à la jambe. Oui, il l'a pas vu. Mais personne l'a vu. Donc en fait, tu sais très bien jouer la comédie. Je sais pas. Personne l'a vu. Parce que je me suis forcée, en fait. Je me suis dit, si je dis d'entrée de jeu que j'ai des problèmes à la jambe, je sais pas s'ils vont me prendre. Donc, je sais pas, c'était ma façon de penser. Donc je sais pas pourquoi je l'ai senti comme ça. Donc j'ai dit, encore go tester. Et j'ai marché. Jusqu'au moment où il est derrière moi, après 2 heures de marche, et je commence à boiter. Et il me fait, tu t'es fait mal? Je fais, non, j'ai un problème à la jambe. Et là, il me regarde avec des yeux, il fait quoi? Mais tu pourras monter sur scène et tout. Je fais, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Et sans le savoir, je dirais vers juillet, au début août, le jour de mon jour militaire, je sais plus comment on appelle ça. Journée de recensement, non? Voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi, ma jambe a commencé à refonctionner, donc je me suis dit bizarre, mais j'ai encore testé une fois de plus, et je me suis mis dans mon escalier, j'ai fait bon, je vais marcher, cette fois-ci, aujourd'hui je marche. Et j'ai commencé à monter les escaliers, et je me suis imaginé que j'étais sur une scène, et qu'il fallait que je marche. Donc j'ai marché, et au final j'ai fait waouh, ça marche, c'est trop bien. Donc suite à ça, ça m'a donné beaucoup envie de commencer la danse classique. Et donc pour, on va dire, la 3e représentation, je me suis mis à vraiment marcher, tout ça. C'était exceptionnel. Enfin, pour moi, c'était incroyable de pouvoir vraiment me resservir. Donc, le fait d'être sur scène, et de jouer vraiment ton personnage, ton rôle, tu as pu mettre tout ça de côté et ça fait quelque chose peut-être inconsciemment et tu as pu remarquer. Je pense que psychologiquement, ça m'a libérée de quelque chose. Il y a eu plein de choses qui m'ont libérée à ce moment-là, mais d'une part, c'est vraiment les maquisards qui m'ont beaucoup aidée à déjà apprendre à me faire confiance et à me débloquer cette espèce de paralysie due à des problèmes psychosomatiques. Ok. Et du coup, artistiquement parlant, ça t'a appris... qu'est-ce que cette expérience, en fait, t'a appris? T'as apprise? En vrai, plein de choses. Déjà, comme j'ai dit, me faire confiance, monter sur scène, essayer d'articuler en disant mon texte. Eh oui, ça c'est important. J'ai toujours eu un peu de mal à articuler. Après, j'ai beaucoup appris avec Sylvain, mais vraiment... En tout cas, les cours de théâtre que tu as fait depuis l'âge de 6 ans t'ont quand même beaucoup aidé. M'ont pas mal guidé, mais je pense que le film. J'ai eu pas mal de choses à apprendre sur le tas directement pour la pièce et le film. Voilà, j'ai appris plein de trucs. Et humainement parlant aussi.
Et même en parlant, j'ai rencontré beaucoup de monde qui était content. C'était cool d'avoir des compliments, ça fait toujours plaisir. J'ai eu des retours qui soient positifs ou négatifs, je les prenais tous et je me disais c'est super, ça me fait évoluer. On a eu plein de monde qui était intéressé par le spectacle, tout ça. Vous avez fait combien de représentations là aujourd'hui, on en a de combien? tête, je crois 20, un truc comme ça. 20 dans tout Ouais. le Var. Dans tout le Var. Ouais, donc ça fait pas mal. Mm. Ok. Et donc, je reviens un petit peu à ce qu'on disait juste avant. Donc, ils t'ont choisi, toi, pour jouer le rôle d'un jeune maquisard, C'est ça. donc pour jouer le rôle d'un jeune homme. Mais en fait, est-ce que ça t'a pas vraiment posé de problème? Parce qu'aujourd'hui, tu as fait le choix de devenir un homme à part entière. Et du coup, est-ce que toi, tu auras envie ou tu peux nous parler un petit peu de cette transformation qui vient de l'intérieur et voilà, par rapport à ce que tu vis aussi dans ton quotidien, par rapport au film, par rapport au fait de jouer de la comédie, etc. Est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Oui, alors les gens souvent ne se rendent pas forcément compte de ça parce que j'ai un style assez androgyne, donc on ne sait pas forcément. Je pense vraiment entre le fille-garçon, parce qu'on a tous une dualité entre ces... On a tous un côté yin, un côté yang. Voilà, c'est ça. Et je pense sincèrement que je penche sur les deux, mais je me suis toujours sentie vraiment garçon sans expliquer vraiment pourquoi, mais je pense que j'ai plein de choses à découvrir par rapport à ça. Mais ça m'a pas posé problème quand j'étais avec un groupe de garçons et qu'on me traitait comme un garçon. Comme un garçon. De Voilà, toute façon, tu comme- te sentais comme un, de toute façon, tu te sens Voilà, comme un c'est ça. garçon. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, souvent des gens qui venaient dans le public et qui disaient ah, c'est super d'avoir une fille dans le groupe maquisard. Parce que je disais ah ouais c'est super, vraiment. Mais j'en voulais pas parce que c'est vrai qu'on peut pas savoir. Non. Et puis même les gens des fois ont du mal à accepter et puis c'est comme ça, je peux pas les forcer à accepter ou pas. Bien sûr. Mais généralement, ça a été bien accueilli ou ça se trouve, ça s'est même pas vu en fait. Ça s'est même pas vu. Bah, il y a des gens qui pensent que je suis pas trans et d'autres qui savent directement, mais je cherche pas à me poser une étiquette en disant je suis trans, je suis juste comme je suis. Mais toi, le fait que Philippe Chuyenne et Christian Philibert, donc, dont on proposé ce rôle, donc le rôle d'un jeune homme, est-ce que ça t'a quand même rassuré aussi dans le fait que bah voilà, j'ai envie d'être un homme aujourd'hui et on me propose un rôle de jeune homme. Donc du coup, ça t'a fait quelque chose aussi. Ça m'a fait quelque chose, mais surtout que j'ai un deuxième rôle dans le maquisard d'une fille, d'une femme de la Gestapo. D'accord. Donc c'était un rôle compliqué parce que c'est un rôle de méchant et d'antagoniste. Voilà. Et surtout que la Gestapo, c'est pas simple à jouer, parce qu'ils ont fait des choses vraiment pas très jojo. J'imagine. Mais voilà, j'ai vraiment joué la dualité entre le garçon sensible et jeune, qui avait à peu près mon âge d'ailleurs, mais qui s'appelle Pierrot, et la Gestapiste, hargneuse, très féminine, en vrai. Et du coup, bah... Mais avec un caractère très Ah masculin. oui, je pense que les deux ont un peu inversé de caractère. Enfin, c'était très spécial à jouer, mais j'adorais. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu es sur un nouveau projet qui n'est pas totalement terminé, apparemment. J'ai plein de projets. Tu as plein de projets, mais en tout cas, j'ai vu que sur ta page Facebook, donc Sébastien Joa, tu es en train de préparer un petit clip court-métrage qui, je cite, c'est écrit, nous plonge dans les abysses de l'âme humaine. Alors, du coup, j'aimerais bien en savoir un peu plus, parce que déjà, rien que ça donne envie d'en savoir plus, et on imagine qu'il y a beaucoup d'émotions derrière. Bah, ça plonge dans les abysses de l'âme humaine, parce que c'est très intimiste. Ça parle vraiment de la vie d'un homme, sans trop spoiler du coup, qui fait une descente aux enfers suite à des événements dans sa vie, et c'est inspiré directement de Five Nights at Freddy's, donc FNAF pour ceux qui connaissent, d'un jeu vidéo qui est devenu un film il y a quelques années. Et je suis très intéressée par le rôle de William Afton, qui est donc l'antagoniste de l'histoire, et qui est très complexe. Ça fait en réalité 4 ans que j'y travaille sur tout ça, donc j'ai fait des spectacles, des vidéos, tout plein de trucs, et j'ai toujours voulu faire un court-métrage sur lui en fait, mais c'est plus un clip de musique du coup. Et voilà, enfin... C'est très... Je saurais pas comment expliquer, mais on plonge vraiment dans sa vision.
Et certains plans font penser qu'on est sur l'autre vision de les membres de la famille. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui en fait en réalité. Il y a plein de monde qui gravite par rapport à son histoire. Donc on le voit à travers le regard des autres et on voit aussi son propre regard sur les C'est ça. autres. En fait, on a plusieurs versions des faits et de l'histoire qui se relient en fait. Et ce personnage, c'est plutôt un adulte. Il a je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça dépend de la version parce que ça a été beaucoup écrit par les fans de l'œuvre, mais il doit avoir une quarantaine d'années. Voilà. Et donc toi, tu as réécrit un pan de sa vie. C'est ça. Avec ma version, des choses. Voilà, j'ai réécrit comme j'ai pu et comme ça me plaisait, en respectant quand même les livres, le film et le jeu vidéo. Donc il y a pas mal de choses à respecter, mais on a tous un peu écrit notre version du personnage. D'accord. Et toi, donc c'est toi qui joues le personnage? C'est ça. Et donc tu es aussi en cosplay? Comment on dit ça? En fait, là, sur certains projets, on peut appeler ça du cosplay, du coup, parce que ça tire du monde du cosplay. Mais personnellement, j'appellerais ça plus vraiment de l'incarnation de personnage. Parce que là, c'est vraiment tiré sur du théâtre court-métrage. Et voilà, c'est vraiment une recherche de rôle. Parce qu'après, le cosplay, c'est vraiment du théâtre costumé, donc du role-play. Cosplay, du coup, voilà. Mais là, c'est le cosplay qui m'a aidé à vraiment m'imprégner de ça et à créer un peu sa propre histoire. D'accord. Donc voilà, donc ça vient de ta propre imagination. C'est ça. Tout ça. Et du coup, ce serait un court-métrage qui sera diffusé sur quelle plateforme qu'on puisse Alors, regarder? sur Instagram, TikTok et surtout sur YouTube. Il y aura certains trucs comme le bêtisier qui sera sur YouTube. Mais ça va être diffusé à la Manga Week, donc un événement cosplay, convention, jeux vidéo, qui va avoir lieu le 25 et le 26 octobre à Salerne. Ce sera la 3e édition, mais là on fait une édition tout à fait différente des autres. D'accord. Donc à mon avis, ça va être le premier de tes projets. À mon avis, tu en as encore plein d'autres en tête. Oui. Suite à ça, je m'étais dit que si le court-métrage marchait bien, et de toute façon c'est pratiquement sûr, et je peux te le confier du coup, mais je pense qu'on va faire une série suite à ça. Une série qui va être sur YouTube, de peut-être des épisodes de 10 à 15 minutes, qui parlerait de sa vie et en général de tout ce qui gravite autour. D'accord. Mais est-ce que toi, tu as l'intention, par exemple, d'écrire un projet ou d'écrire un scénario ou de faire un autre petit court-métrage sur un personnage que toi, tu as complètement inventé? Oui. De A à Z, donc qui n'est pas tiré d'une œuvre ou d'un animé ou... Oui, c'est mon livre, du coup, que j'écris depuis pas mal de temps. J'ai créé un perso de toute pièce qui est sorti de mon imagination un jour comme ça, il a pop. Elle s'appelle Maria. Et je me reconnais un peu dans ce personnage sans me reconnaître. Comment expliquer Elle a un caractère un peu spécial, mais c'est surtout une victime de tout ce que fait l'antagoniste. Et elle essaye de s'en sortir malgré tout ce qui se passe. Voilà. Donc entre le syndrome de Stockholm et les trucs comme ça, elle s'en sort pas trop. Ouais, ça fait beaucoup. Okay. Mais elle doit gérer sa vie avec ses galères et son enfant aussi. D'accord, et les épreuves de la vie. Mais donc le but en fait de cette histoire-là, c'est vraiment de voir son évolution, son expérience. C'est ça, comment elle évolue et comment va se terminer l'histoire, en sachant qu'on ne sait pas. Elle s'en sort? Je ne dirai pas. D'accord, ok. Bon, je crois que tu es déjà bien parti pour j'espère pour toi, et je le vois, ça fait un moment que je te suis, en fait, devenir une grande star en Dracénie, et j'espère dans le Var et bien plus encore. Et puis, j'ai une dernière question. C'est quoi ton rêve là, ton rêve futur, on va dire, à moyen et long terme? Vivre de ma passion, vraiment. Que ça soit du cosplay, c'est un peu plus compliqué, mais on peut vivre de la passion du cosplay si on arrive à avoir des contrats pro. Mais c'est vraiment vivre du théâtre et du cinéma. Faire ce qui me plaît et vivre de ça. Je te le souhaite. Merci beaucoup. Je te remercie, Sébastienne, et puis bonne continuation à toi. À toi aussi. Bonnes choses. Merci. Merci. C'était l'émission Totem. Nous, on se retrouve le mois prochain à la découverte d'un nouvel artiste. En attendant,
n'oubliez pas de croire en vos rêves parce que l'art a besoin de vous. Sébastien Joa, un artiste pluridisciplinaire, précoce, passionné, brillant et talentueux. Retrouvons maintenant Marcel Prévost pour notre agenda des sorties. Bienvenue, ici Marcel pour vous parler des événements à venir sur la commune de Draguignan. Nous commençons avec l'exposition Le Phare Rembrandt au Musée des Beaux-Arts, qui aura lieu jusqu'au 26 mars 2026. Quelle influence entre imitation et appropriation le célèbre peintre a-t-il laissé sur les peintres du XVIIIe siècle? À vous d'aller le découvrir. Prochainement, la traditionnelle Fête de la Glisse, qui aura lieu du 6 décembre au 4 janvier sur le parking Azemar. Patinoire, animation, attractions, surtout en partant, n'oubliez pas de récupérer vos enfants. Le 13 décembre, au pôle culturel de Chabran, aura lieu un concert en l'honneur de Jacques Brel, intitulé Au cœur de Brel. Ce concert aura pour but de retracer une partie de sa carrière, ainsi que son final à l'Olympia de 1966. Enfin, les 19 et 20 décembre, représentation du spectacle Kintsugi par la compagnie Machine de Cirque, qui nous viennent du Québec. Un spectacle qui mélange humour, poésie et prouesse artistique. Un spectacle décoiffant. Comment terminer sans évoquer le marché de Noël qui aura lieu à partir du 14 décembre, ainsi qu'à Flyosque à partir du 18 décembre. Cette fois-ci, n'oubliez pas d'emmener vos enfants. Un agenda bien fourni en cette période de fête. Vous pouvez retrouver tous nos reportages et entretiens sur Canal D. Vous pouvez aussi nous accompagner sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. Au revoir à tous, portez-vous bien.